Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce beau dimanche ensoleillé. Bon, on sait, le mois de mars, c'est pas toujours, voilà, c'est pas toujours printanier. Du coup, c'est une bonne saison, je trouve, pour se replier chez soi et lire, même si malheureusement, souvent, la société ne trouve pas que ce soit un prétexte suffisant. Il fait un temps de merde, j'ai donc besoin d'être chez moi à lire. Ça devrait être un motif tout à fait recevable d'arrêt maladie, c'est pas le cas. Mais bon, si jamais vous avez l'opportunité de rester chez vous lire, admirez la transition formidable que j'opère pour engager le sujet de cette vidéo. On sent le professionnalisme, on sent vraiment la veine de la youtubeuse qui coule en moi. Enfin, le contenu de la veine. Bref, on va faire des recommandations lecture aujourd'hui puisque nous allons continuer notre bibliothèque tour, qui n'en est pas vraiment un puisque nous ne tournons pas dans mes bibliothèques, puisque j'ai la flemme de faire ça, donc j'amène une sélection de livres et aujourd'hui nous allons parler, alors je fais planer le suspense depuis 1 minute 5, comme si vous n'aviez pas le titre. Du coup, ça sert à rien, un suspense pareil, parce qu'aujourd'hui on va parler manga. Voilà. Alors je suis très, ajoutez très autant de fois que vous voulez, très loin d'être une spécialiste en la matière, puisque les mangas, c'est un style que j'ai découvert il y a seulement quelques années. Je crois que c'était l'été 2023 où j'ai vraiment mis le nez dedans à fond. Je connaissais quelques trucs d'avant, mais sans avoir vraiment poussé plus loin que ça. Disons que je me suis piquée au jeu à l'été 2023. J'ai commencé à en acheter de manière absolument compulsive et abusive, passionnée, addictive, je ne sais pas. Enfin bon, bref, je suis tombée dedans les deux pieds joints. On va pas dire la tête la première parce que comme je vous le dis, j'ai été confrontée plusieurs fois, mais sans pousser plus loin. Là, j'avoue que voilà, l'été 2023, on sait pas ce qui s'est passé, j'ai perdu le contrôle. Bref, je me suis mise à lire pas mal de séries. Je m'intéresse à énormément de genres et de styles différents parce que je suis passée toute ma vie à côté. Voilà, et que du coup, j'ai un monde absolument sans fin s'ouvre à moi et que je suis de ces personnes qui, quand elles s'intéressent à un truc, le font vraiment de manière compulsive, addictive, euh, abusive, bref, mettez les adjectifs que vous voulez. Donc, alors pourquoi avoir débuté le manga si tard, mesdames et messieurs? Pourquoi? Vous demanderez-vous sans doute à la suite de cette révélation sur mon passé de lectrice. Pourquoi? Je sais pas pourquoi. J'ai un peu boudé ce style, enfin boudé, c'est un bien grand mot, mais disons que bon, j'ai lu 2-3 trucs quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado. J'avais une cousine qui en avait quelques-uns. J'avais lu, je me rappelle, 3 tomes de Sailor Venus chez elle. Là, ça vaut ce que ça vaut au niveau littéraire, mais c'est toujours des bons souvenirs. Bon, je vous rappelle que je suis de la génération Club Dorothée, hein, donc ça explique pas mal de choses. J'avais lu également, j'ai acheté quelques tomes de Dragon Ball quand j'étais étudiante, parce que j'écumais Gilbert Joseph et qu'il y avait des tomes qui n'étaient pas très chers en occasion. Sachant qu'aujourd'hui ils sont très chers en occasion, donc c'est une collection que je ne peux pas continuer à mon grand désarroi. Mais oui, parce que j'aime bien continuer les collections. Je sais qu'il existe des nouvelles éditions, mais j'ai un toc. Mes bibliothèques doivent avoir les mêmes éditions, sinon c'est une source de souffrance et de désespoir, ok? Donc voilà, j'y suis tombée relativement tard, mais par contre avec une très grande passion. Un peu trop, peut-être. À la grande joie de ma libraire, bien sûr, mais au grand désarroi de mon banquier et quelquefois de mon être. Hein. Voilà, bref. En tout cas, aujourd'hui, je vous ai fait une sélection en fait de petites choses pour lesquelles j'ai eu des coups de cœur monstrueux. Je les ai catégorisées en 3 catégories. Catégorisées en 3 catégories, toujours passe-partout, hein. Qui ne sont pas du tout des catégories de manga, qui sont des catégories schlag, bien sûr. Première catégorie, les mangas sur le sujet des sorcières, parce que bon, après tout, nous sommes quand même sur une chaîne de sorcellerie, en techniquement théorique, voilà. Donc on va quand même prêcher pour sa paroisse et on va parler des mangas qui sont autour du thème des sorcières. Un deuxième thème qui est fantastique, un peu sorcier, mais pas trop non plus, mais qui peuvent nous intéresser, voire qui n'ont absolument pas grand-chose de fantastique, mais qui peuvent quand même nous intéresser aujourd'hui dans les centres d'intérêt pagano-sorciers, éso, sphéro, occulte. Voilà.
catégorie. Et une troisième catégorie, on pensait que c'était schlag, que nenni, la troisième l'est encore plus. La troisième catégorie, je l'ai intitulée, ça n'a rien à voir avec la choucroute, mais j'ai adoré quand même. Voilà, donc on se lance tout de suite. Alors je vous présente, il n'y a pas d'ordre, hein, vraiment. Je commence juste par celui-ci parce qu'en fait c'est le premier manga à moi que j'ai eu post-année 80. Voilà, enfin 90 on va dire, post-année 90. Donc c'est celui-ci qui s'appelle La sorcière aux champignons. La mangaka s'appelle Tachinaba Higuchi. Admirez-moi cette couverture. Je sais pas si vous voyez, je vais faire un peu la blogueuse beauté, ça marche pas avec les livres. J'ai pas une main assez grande, ça fonctionne pas peut-être ma tête, je ne sais pas. Il y a des petits sparkles, il y a des petites paillettes, je crois que ça se voit pas, c'est d'une tristesse incommensurable. C'est une série, donc pour l'instant il y en a, je sais plus, 4 ou 5, je sais plus, 5 je crois qui sont sortis. Je les ai tous lus. Et chaque couverture est absolument sublime. Je vous les ai pas tous amenés parce que il m'a fallu un Fenwick déjà pour amener tous ceux que j'ai là. Et que du coup j'avais la flemme si j'amène toutes les séries, il me fallait 3 Fenwick. Ça rentrait pas. Donc du coup, je vous en ai amené qu'un, mais croyez-moi, sur parole, toutes les couvertures sont des œuvres d'art. D'ailleurs, je serais très intéressée par trouver des lithographies, je pense que ça peut exister, pour les faire encadrer chez moi, tellement elles sont belles. À chaque fois, il y a un champignon et un personnage à côté. C'est de toute beauté, mesdames et messieurs. Donc celui-ci, c'est une amie qui me l'a offert. D'ailleurs, c'est mes 2 amies hein, qui m'ont foutu le nez dedans. Mon amie Marine qui m'a offert celui-ci. Et j'ai l'infortune d'avoir une amie qui est libraire, qui s'appelle Julia. Voilà, si tu passes par là, big up à toi. On fait un cœur patate avec les doigts pour les libraires, pour les bibliothécaires, pour les métiers du livre, merci. Et donc, c'est ces 2 amies que j'aime d'amour fou m'ont mis le nez dedans. D'abord Marine et puis Julia, quand elle a su que Marine avait fait ça, on a remis une couche, voilà. Je sais pas si je dois vous remercier ou vous haïr, je ne sais pas. Je vais choisir de vous remercier parce que je vous aime. En tout cas, elle m'a offert ce tome-là. Alors, c'était un petit peu avant ma descente aux enfers, donc de l'été 2023. Mais j'avais déjà bien aimé. Donc, il y a eu, voilà, c'était déjà une première. Voilà, c'était le premier vaccin, vous voyez. Puis après, il y a eu les rappels. L'image est vraiment pas bonne. Disons que c'est le premier rail que j'ai sniffé. L'image est encore pire. Bref, vous avez compris. C'était le. Voilà. Bref, donc, on va suivre l'histoire de Luna, qui est une sorcière aux champignons. Ouais, je tease vachement bien le contenu. Bon, en fait, voilà, l'idée, c'est on va suivre les aventures d'une sorcière qui vit dans la forêt un peu recluse, un peu, elle a pas mal de secrets, elle est un peu mal vue du côté de son village sans être non plus opprimée. C'est inracontable en fait sans dévoiler l'intrigue. En tout cas, c'est très mignon, c'est très doux, c'est le style de la mangaka est très joli, j'aime beaucoup le dessin. Il y a beaucoup d'études, notamment au niveau des costumes et de l'architecture à l'intérieur qui nous aident un petit peu à comprendre son processus créatif, donc j'aime beaucoup. C'est poétique, et il y a un joli petit lore qui se met en place au fur et à mesure des tomes. Au début, on se dit bon, oui, on sait pas trop où ça va aller. Et puis plus ça avance et plus on a envie de savoir. Et il y a une véritable histoire qui se lance. C'est vraiment très sympa. Donc, premier conseil, si vous aimez les champignons et les sorcières, c'est pour vous, hein. Si vous aimez les sorcières et que vous aimez les chats, voilà, déjà j'aime beaucoup le titre, Le gros chat et la sorcière grincheuse de Hiro Kashiwaba. Et je vais massacrer tous les noms, hein. J'ai zéro culture en japonais. Donc là, comme son nom l'indique, c'est une sorcière avec un très gros chat, une sorcière grincheuse. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette histoire-là, alors je vous raconte un peu l'histoire. Donc on a une sorcière qui s'appelle Jeanne, qui est une dame âgée, qui vit recluse dans une forêt où elle est ronchon, quoi. Elle est grincheuse. C'est Jean-Pierre Bacry en sorcière. Donc à l'écart de la société, elle n'aime pas les gens. On a pas mal de points communs. Et toujours est-il qu'un jour débarque dans sa vie un énorme chat. Elle a demandé un familier et elle a eu un énorme chat. Voilà. Alors on va suivre pas mal d'aventures. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que justement la protagoniste principale, c'est une vieille femme. C'est quand même assez rare. On a souvent des héroïnes qui sont dans la fleur de l'âge, en particulier dans les mangas. Et là, le fait que ce soit une personne âgée, j'adore. Et puis en plus, elle est super attachante. Elle est, comme je vous dis, elle est grincheuse. Enfin, c'est très 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 sympa. Elle a une histoire, hein, cette sorcière, c'est pas n'importe qui. Dans sa jeunesse, elle a vaincu le roi des démons, mais voilà, plus personne ne s'en souvient et elle est un peu désabusée de l'existence. Donc c'est vraiment très 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 sympa. C'est une série qui est encore en cours, hein, elle n'est pas complètement terminée, je crois, si ma mémoire est bonne. Mais c'est vraiment vraiment très chouette. Ensuite, nous avons un énorme. Alors non, je vais pas celui-là d'abord. Un bon coup de cœur
qui est pas énorme, mais qui est quand même un bon coup de cœur, c'est celui-ci, L'Éden des sorcières de Yumeji. Donc il nous raconte l'histoire d'une jeune fille, et d'un monde, donc la jeune fille s'appelle Pili, donc c'est elle qui est en couverture là. Donc elle vit dans un monde où autrefois la sorcellerie était admise et il y avait des plantes et le monde était luxuriant et puis il y a eu des affrontements, la sorcellerie a été interdite et les plantes ont disparu. Donc les plantes ne poussent plus que dans des oasis qui sont secrètes, qui sont cachées, où seules les sorcières peuvent avoir accès et le reste du monde bouffe des cailloux quoi en gros. Donc là on a... à cause en fait tout simplement d'un tempérament destructeur de la part de l'homme. Il y a beaucoup de thèmes écologiques hein, dans les mangas et dans les animés japonais en règle générale. Hein, ils sont sensibles à ce genre de choses. Donc toujours est-il que notre petite Pili, elle a été élevée dans un de ces Éden, enfin dans un de ces oasis, parce que c'est pas l'Éden là, qui un jour est profané et elle part en quête du fameux Éden des sorcières, donc qui serait le jardin suprême, si vous voulez, dans lequel survivent des plantes, des sorcières, un savoir ancestral. C'est vraiment vraiment sympathique. On a ce côté, la luxuriance d'un côté qui affronte l'aridité de l'autre. Le dessin est exceptionnel, c'est vraiment magnifique. Donc là encore. Très belle découverte. Énorme coup de cœur qu'on m'a offert, un peu par hasard, Marie la sorcière, de Azumi Kobayashi. Alors là, la série est terminée, hein, elle est complète, donc vous pouvez y aller. C'est sympa quand les séries sont entières. Il y a 4 ou 5 tomes, je ne sais plus, comme je prépare vachement bien mes vidéos. Voilà, je ne sais plus combien il y en a, je les ai tous lus, je les ai bouffés, vraiment, j'ai dévoré ça, c'est merveilleux. Alors c'est une série mi-historique, mi-fantastique, puisque on est au XVIe siècle, on est en Europe centrale, on est dans le Saint-Empire romain germanique, et donc on suit les aventures de Marie, qui est sorcière, mais faut pas le dire parce que c'est pas très, très bien vu d'être sorcière à ce moment-là. Donc la chasse aux sorcières bat son plein, donc elle essaye de passer inaperçue. C'est compliqué parce que bah, elle a un chat qui parle, un corbeau qui parle, elle vole sur un balai, enfin c'est extrêmement drôle. Elle va se retrouver à sauver un inquisiteur et à le soigner et à développer une espèce d'amitié étrange avec lui, alors que lui, tout ce qu'il veut, c'est dézinguer toutes les sorcières jusqu'à la dernière. C'est vraiment, vraiment hilarant et en même temps, il y a une rigueur historique qui est très appréciable, sachant que c'est une œuvre extrêmement burlesque. C'est assez, assez sympa de voir que la mangaka a vraiment essayé d'être précise dans ce qu'elle a fait. C'est-à-dire que par exemple, quand elle, à un moment, elle montre un personnage, je vous spoile pas, mais un personnage qui tire les tarots, et donc elle explique, elle dit oui, bien que le jeu de tarot existait déjà à cette époque, il n'était pas utilisé en sorcellerie, mais uniquement pour un jeu de société qui s'appelait le jeu des triomphes, ce qui est exact. Chose qu'on ne voit jamais. Hein, généralement, on vous montre qu'effectivement, au XVIe siècle, on tirait les tarots. C'est complètement faux. Les tarots existaient déjà, mais l'usage divinatoire du tarot, c'est bien plus tardif. Hein, c'est plutôt aux alentours du XVIIIe. Donc, j'ai trouvé ça vraiment rafraîchissant d'avoir cette double vision de quelque chose de tourner en dérision, de faire quelque chose d'humoristique sur une histoire extrêmement tragique à la base, mais tout en respectant quand même le cadre dans lequel elle a choisi d'implanter son histoire et d'être le plus raccord en fait à l'histoire. Vraiment un très très gros coup de cœur, celui-là je vous le conseille. On rigole vraiment très fort sur des situations très échevelées, c'est absolument génial. Et en même temps on apprend des choses. Autre série qui elle est en 3 tomes et qui est terminée, qui est inspirée de faits historiques, mais là du coup c'est pas du tout humoristique, bien au contraire, c'est plutôt un ton assez dramatique. C'est celui-ci qui s'appelle Le Livre des sorcières, qui ne traite pas spécifiquement des sorcières, mais qui traite en fait de la vie de Jean Villers, Johannes Villers pour être exact. Pourquoi je dis Jean alors que je prononce son nom Johannes Villers, qui était donc le disciple d'Heinrich Cornelius Agrippa, donc qui était médecin, mais occultiste également, et qui a essayé à son échelle, dans les pas de son maître qui avait déjà posé quelques jalons, hein, si vous connaissez un petit peu la vie d'Agrippa, on en a parlé dans Une année en magie, on a fait sa biographie, et on a fait également la biographie de Johannes Villers, quand on a parlé donc des grands personnages qui ont fait l'occultisme. C'est quand même 2 personnages qui sont majeurs, qui ont eu un rôle majeur dans la chasse aux sorcières et dans la perception de la sorcière, puisque contrairement à beaucoup de leurs contemporains, ils ont
non seulement essayer de s'opposer à l'oppression des sorcières, mais aussi de l'expliquer, c'est-à-dire de montrer que peut-être que les femmes qui étaient accusées, parce que c'est essentiellement des femmes dont il est question, étaient accusées, n'étaient pas de la sorcellerie, mais peut-être une maladie mentale. Sans nier pour autant l'existence du démon, hein, parce que c'était des catholiques, mais de montrer que peut-être il y avait autre chose et qu'elles n'étaient peut-être pas sorcières, que donc on n'avait pas besoin de les brûler, mais plutôt de les soigner. Ça a été, alors on dit souvent de Johannes Villers qu'il est le premier psychanalyste de l'histoire, c'est pas complètement exact, mais il a quand même posé pas mal de jalons intéressants. Et ce manga, même s'il prend des libertés, il y a quelques aspects un peu fantastiques, etc., est quand même assez fidèle à l'histoire de Johannes Villers. Et ça a le mérite de faire découvrir ce personnage qui n'est peut-être pas connu de tout le monde dans le paysage Ezo. Donc la mangaka s'appelle Ebishi Maki, j'ai oublié de le signaler. C'est vraiment très très bien. Voilà, donc lisez-le, foncez, il n'y a que 3 tomes, ça se lit assez vite, mais c'est vraiment passionnant. Et voilà, quelle conclusion incroyable. Et enfin, mon préféré de la liste. Je pense que pareil, si vous suivez Une année en magie, on en a parlé aussi. J'ai notamment utilisé ce manga pour à l'époque où il y avait une rubrique pop culture, vous savez, où on partait d'un élément de pop culture pour voir si on pouvait refaire le rituel dans la vraie vie, donc un film, une série, un livre, un manga, une chanson aussi, on a décortiqué des chansons notamment d'Helvétie, ce genre de choses-là. Et j'étais partie sur ce manga-là pour proposer un rituel, puisqu'il y a des rituels qui sont pas mal détaillés, une symbolique assez particulière, c'est très 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 bien fait. Je vous laisse pas planer le suspense plus longtemps, c'est l'atelier des sorciers. Alors, la mangaka s'appelle Kamome Shirahama. Je crois que c'est ma préférée de toutes au niveau du graphisme. Le trait est absolument sublimissime. J'en ai déjà parlé en long, large et en travers. Je ne vais pas encore m'étendre là-dessus. Donc, on suit l'histoire. On est dans un monde complètement fantastique, donc où l'humanité est divisée en fait en 2 catégories, les sorciers et les autres. Sorciers qui seraient donc dotés d'un don à la naissance et qui auraient le don de la magie et les simples mortels comme vous et moi, n'est-ce pas, qui ne l'ont pas. On va donc suivre les aventures de Coco, qui est une simple mortelle et qui en fait découvre que la magie n'est pas du tout un don, c'est quelque chose qui s'apprend. Elle l'apprend bien à ses dépens, bien entendu, parce qu'elle jette accidentellement un sort qui va nuire à sa maman. Et donc elle va être prise sous l'aile d'un maître magicien qui va lui enseigner la magie dans l'espoir qu'elle trouve un jour un remède pour défaire ce qu'elle a fait accidentellement. Donc c'est extrêmement bien, c'est très beau, c'est très poétique. Il y a un côté feel good et en même temps il y a quand même une histoire et un lore qui est assez profond. Il y a 13 tomes pour l'instant et c'est une série qui est encore en production, qui a aussi un spin-off, alors qui n'est pas de Kamome Shirahama, mais qui s'en inspire beaucoup, qui s'appelle La cuisine des sorciers, où on les voit cuisiner, en fait, où il y a des recettes de cuisine, c'est assez chouette aussi. Mais bon, c'est moins un coup de cœur, donc je vous parle que de celui-ci. Ils font des collecteurs qui sont incroyables, enfin, je suis un gros pigeon, moi j'achète tout ce qui tombe là-dessus, vraiment, de tous les mangas que je possède, je crois que c'est mon préféré. Voilà, je sais pas exactement pourquoi, mais je sais pas si c'est le dessin ou l'ambiance, le thème. Enfin, voilà, je l'adore vraiment. Il est incroyable et donc on suit les aventures de cette petite fille qui partage son quotidien avec 3 autres petites filles de son âge qui sont elles aussi des apprentis du même maître. Et donc voilà, elles vont essayer de faire leur petite vie, mais tout en essayant de trouver un remède pour sa maman. Voilà, donc foncez, c'est vraiment magnifique. On passe à la catégorie numéro 2, des thèmes qui pourraient vous intéresser, même si c'est pas directement des thèmes sorciers. On commence avec un thème, je pense, qui plaît à beaucoup d'entre nous. C'est tout ce qui va être jeux de rôle et jeux vidéo. Je pense qu'on est quand même pas mal ici à aimer ça, à avoir mis le nez dedans à un moment ou à un autre, que ce soit dans le Final Fantasy, que ce soit dans Donjons et Dragons, que ce soit en ayant été rôliste, en ayant été gamer, gameuse, en ayant fait pas mal de choses. Bref, on sait qu'on a cette culture qui est assez sympa. Et il y a pas mal de mangas qui surfent un petit peu sur cette veine-là. Et un que j'aime énormément, bien sûr, bon, un grand classique dans le style, c'est Frieren. Alors Frieren s'est donné pour objectif de nous montrer ce que deviennent les héros d'une histoire
une fois que leur histoire est terminée. Donc on démarre l'aventure avec 4 protagonistes, donc un guerrier, un mage, un prêtre plutôt, une mage qui est une elfe qui s'appelle Frieren, donc l'héroïne, et un nain. Ils viennent de terrasser le roi des démons, ça y est, ils ont rempli leur quête. Que va-t-il se passer ensuite? Et donc on va suivre leur vie, on va suivre surtout celle de Frieren. Frieren est une elfe, donc Frieren vit très longtemps, et donc comme sans doute, elle va survivre à ses compagnons. Et elle va essayer de continuer à vivre sa vie, tout en apprenant à raisonner de plus en plus à la manière d'un être humain, parce que les elfes sont de moins en moins nombreux, et qu'elle côtoie beaucoup plus d'êtres humains que d'elfes. Donc elle commence à développer une sensibilité. Au départ, elle en a très peu. Elle se rend pas vraiment compte que ses coéquipiers vont mourir. Elle part, elle leur dit bon, ben, on se revoit dans 50 ans, comme si pour elle c'était après-demain, parce que pour elle c'est après-demain, alors que quand elle les revoit 50 ans plus tard, eh ben, ils sont très âgés. Donc il y a ce décalage en fait entre la perception du temps d'un être qui est pas éternel, mais ni immortel, mais qui a une très très longue vie, et le simple mortel. C'est très très bien fait, c'est extrêmement poétique. Là encore, le dessin est absolument sublime. Il y a un animé d'ailleurs qui vaut vraiment le coup, ne serait-ce que pour la musique qui est absolument superbe. Bref, c'est vraiment très très beau. Les personnages sont extrêmement attachants. C'est vraiment, il y a pas mal de codes justement du jeu de rôle. Il y a des petits clins d'œil très Final Fantasy, très Dragon Quest, enfin, pas mal de choses comme ça, c'est très 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 sympa. Là aussi, je crois qu'il y a 13 tomes, si ma mémoire est bonne, c'est encore en production. C'est vraiment vraiment excellent. Alors un autre, pour l'instant, j'en ai lu qu'un seul, mais c'est un énorme coup de cœur déjà, et là aussi, on surfe sur cette vague-là, la vague jeu de rôle. C'est bien sûr Glouton et Dragon. Déjà, rien que le titre fait référence à Donjons et Dragons, mais c'est absolument génial. Le principe, alors j'ai pas donné, pardon, la mangaka, je me rappelle, enfin les mangaka de Frieren. Donc le scénario est de Kanehito Yamada et le dessin de Tsukasa Abe. Voilà, j'espère ne pas avoir trop écorché leur nom. Ici, nous sommes donc sur une œuvre de Ryoko Kui. Donc là aussi, il y a un animé qui est très très bien également, que je regarde en parallèle moi, de la lecture. Donc on suit encore un groupe d'aventuriers, donc pareil, hein, on a le guerrier, le mage, le nain, etc. L'un de leurs coéquipiers a malencontreusement été avalé par un dragon. C'est des choses qui arrivent, hein, c'est un peu triste, mais voilà, c'est des choses qui... Voilà. Et donc ils vont essayer de sauver ce personnage parce que avant la fin de la digestion du dit dragon. Seulement le problème, c'est qu'ils se relancent dans le donjon, qu'ils n'ont plus de provisions, et ils vont apprendre à cuisiner les monstres. Alors dit comme ça, on se dit ouais, d'accord, ok, ça part sur un sujet, on se demande comment on peut faire autant de tomes, parce que je crois qu'ils en sont au tome 14, hein, quelque chose comme ça. Et j'avoue que je m'étais demandé, je m'étais dit, je sais pas comment on va aller aussi loin. Lisez-le, vous allez comprendre. C'est vraiment génial, c'est excellent. L'animé est de très belle qualité aussi, le graphisme est chouette, enfin, c'est à la fois drôle et hyper bien pensé. Bref, c'est vraiment génial. Ensuite, je vous en ai mis 2 sur un thème qui est purement japonais cette fois, quelque chose que je connaissais très mal mais qui fait partie de la mythologie et du folklore japonais. Ce sont les esprits qui sont réputés vivre autour des êtres humains, qu'on appelle les yokai, qui sont quelquefois bénéfiques, quelquefois maléfiques, etc. Et donc, il y a 2 mangas que j'ai découverts qui en parlent et que j'ai trouvé extrêmement bien fait. Alors, celui-ci, c'est une série qui est terminée, elle est en 9 tomes. Elle s'appelle Moke, donc c'est de Takatoshi Kumakura. Vous allez trouver sans difficulté, je pense, les 7 premiers tomes. Les 2 derniers, c'est une gageure et vous allez les trouver très chers. Donc, vous serez probablement obligé de les lire en format dématérialisé. Moi, j'ai mis 1 an en fait pour les trouver à des prix raisonnables, mais j'ai réussi. Donc, je les ai pas encore reçus. Je les ai eus très récemment, donc j'ai pas complètement fini la série, mais vraiment, j'adore. On y suit les aventures de 2 sœurs qui ont le don de percevoir les yokai. Donc, il y en a une qui les voit
et l'autre qui les ressent. Donc c'est pas tout à fait la même perception et donc elles essayent de alors, elles ont bien sûr le secours de leur grand-père qui connaît beaucoup de choses à leur sujet et qui peut les aider, mais elles essayent de vivre avec ce don qui est très lourd, qui les met quelquefois en marge de la société, de leurs amis, qui les met dans des situations quelquefois un petit peu périlleuses et elles essayent de grandir malgré tout et de vivre aussi leur vie de jeune fille, malgré ces dons qui sont quelquefois un petit peu envahissants. C'est merveilleux. C'est vraiment, c'est une excellente surprise. Je pensais pas avoir un tel coup de cœur pour cette série au point de payer des mangas 35 balles pour avoir la suite, hein. Oui, j'en suis là. Là aussi, le dessin est très beau, les personnages sont hyper attachants, on s'attache, très facilement et on s'identifie très facilement à eux et à elles surtout, hein, aux 2 héroïnes et on en apprend beaucoup sur la culture japonaise. Ça, j'ai adoré puisque pour chaque chapitre, on se frotte donc à un yokai différent et donc on a toujours, un petit encart d'explication qui vient nous raconter ce qu'est ce yokai. On peut faire des petites recherches supplémentaires. Donc moi j'ai adoré parce que vraiment c'est un univers que je connaissais pas du tout et qui m'a permis de découvrir tout un monde dont j'avais pas du tout connaissance et je suis allée faire des recherches suite à ça. J'en ai même abordé un dans Une année en magie aussi parce que ça m'a tellement passionnée que j'ai voulu en savoir plus. Donc voilà, c'est vraiment sympathique, si vous connaissez pas justement la culture japonaise, eh bien ça peut être une très belle opportunité pour mettre un premier pied dedans. Un petit peu dans le même genre, mais encore plus feel good, nous avons donc une série qui est encore en cours. Je crois que le quatrième va paraître au mois de mai, si ma mémoire est bonne, et je crois que ce sera le dernier. C'est Nos voisins les yokai. Alors là, c'est un style un petit peu différent, puisque nous sommes dans un village où humains et yokai cohabitent en toute connaissance de cause. Là où dans Moke, on a vraiment cette marginalité des deux sœurs qui voient et perçoivent les yokai alors que les autres êtres humains ne le peuvent pas, là ils sont au vu et au su de tout le monde. D'ailleurs, on va en suivre certains. On va suivre certains personnages qui sont des humains, d'autres qui sont des yokai. Bref, ils vivent tous dans une relative belle harmonie. Donc, ils essayent de cohabiter, ils essayent de faire face aux aléas de la vie, de se découvrir les uns les autres. C'est un bonbon, c'est un réconfort extraordinaire, c'est merveilleux. J'adore ce. C'est pas quelque chose qui est. Voilà, c'est pas aussi addictif qu'une grande série à succès, mais vraiment, c'est feel good, c'est avec une tasse de thé et un petit rayon de soleil, c'est merveilleux. Voilà, donc Nos voisins, les yokai, très très bon. Et j'ai pas dit qui était le mangaka, c'est No, ou la mangaka, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. C'est une femme, illustratrice et mangaka, No, voilà. Qui d'ailleurs nous dit qu'elle aime le thé. Attendez que je vous dise, parce qu'elle a l'air très sympathique, cette personne. Elle aime le thé vert, le cinéma et les chiens, donc c'est forcément quelqu'un de bien. Voilà, j'ai envie de vous dire. Ensuite, alors, tout autre thème, mais on reste dans le spirituel, et surtout on va retrouver une mangaka dont on a parlé et qui est ma mangaka adorée, Kamome Shirahama. Elle a écrit une autre série, évidemment j'ai tellement aimé l'Atelier des sorciers que je me suis jetée dessus. Là encore c'est une série qui est terminée, elle n'a que 3 tomes, vous allez trouver le premier sans la moindre difficulté, par contre les 2 autres, accrochez-vous. Ils seront moins chers que les tomes de Moké, mais c'est complicado, hein, on va pas se mentir. Moi je les ai trouvés de mémoire à 12 et 16 euros, je crois, ce qui est monstrueux déjà pour un manga. Bon, j'ai payé le premier 2 euros, je me dis ça compense un petit peu, il est plus édité malheureusement. C'est Divine, Enial et Deviella de son sous-titre. Donc, alors ça me fait énormément penser à Good Omens, De bons présages, le roman coécrit par le très regretté Terry Pratchett et le très regrettable Neil Gaiman. Je m'en remettrai jamais, bref. Pardonnez-moi, puisque on va y suivre, alors c'est une sorte de Good Omens au féminin, on y suit une démone et une ange qui se détestent et s'adorent en même temps, donc voilà, qui se chamaillent, qui se tirent un peu dans les pattes, qui vont suivre des missions similaires et puis se marcher dessus. C'est extrêmement drôle, c'est décalé. Bon, évidemment, le graphisme est magnifique puisque Kamome Shirahama, a-t-on besoin d'en dire plus? Mais c'est génialissime. Franchement, c'est complètement barré par moments. On rit beaucoup et en même temps, pareil, il y a pas mal de questionnements spirituels assez profonds, mine de rien. Où est le bien, où est le mal? Enfin, c'est vraiment extrêmement bien fait. Seulement 3 tomes, si vous arrivez à les trouver, foncez. Sinon, ben, je suis navrée de vous faire miroiter un truc que vous ne pourrez pas avoir. Si vous avez aimé le Dracula de Bram Stoker, ça devrait vous plaire. Hashtag Dracul. Voilà.
DRCL pour Dracula, à qui on a enlevé ses voyelles, n'est-ce pas? Midnight Children, donc c'est de... punaise, j'ai du mal à décoder la police de caractère, que je vous donne le nom du mangaka, je crois que c'est un homme lui pour le coup, c'est Shinichi Sakenoto. Ouais, voilà, vu que la jaquette, vous voyez, est abîmée, enfin, style abîmé alors qu'elle est neuve, mais j'ai du mal à... Oui, bon, je suis vieille, je suis bigleuse. Je porte pas un pare-brise sur le visage pour faire joli, les amis, hein. C'est parce que j'y vois comme à travers une pelle, hein, donc forcément. Donc, on revisite l'histoire de Dracula via Bram Stoker. Donc, c'est une réécriture, c'est pas du tout une adaptation. Puisque on est transposé dans une université anglaise, donc les protagonistes principaux sont les étudiants de cette université. Ça joue beaucoup sur la symbolique, ça joue sur les genres, ça joue sur les codes, ça joue sur le décalage. C'est très sympa, le graphisme est absolument magnifique également. C'est très sombre, c'est très glauque, c'est très lourd. C'est vraiment très particulier comme cadre. J'aime beaucoup, vraiment. Donc là, il y en a pour l'instant 4 de publiés, je crois. La série n'est pas encore terminée. Et vraiment, ça vaut le coup d'œil. Ça vaut le détour. Les rapports entre les personnages ne sont pas exactement les mêmes que dans le roman de Bram Stoker, forcément, parce que ce sont des étudiants, donc ils sont plus jeunes et ils n'ont pas leur profession et les liens qu'ils peuvent avoir dans le roman. D'ailleurs, le personnage de Lucie est assez particulier parce qu'il a été réécrit. Il est tantôt mâle, tantôt femelle. Donc tantôt, quand il est lucide, il est Luc, donc il est l'un des étudiants du groupe premier. Et quand il est possédé donc par Dracula, il devient Lucie. Donc j'aime bien cette fluctuation de genre autour du personnage qui lui donne une double identité. En fait, on ne sait pas exactement quelle est sa véritable identité. Peut-être qu'il n'en a pas, qu'elle n'en a pas plus exactement. Mais c'est vraiment bien pensé. C'est très intelligemment écrit, c'est très chouette. Donc, go for it. Et enfin, dernier dans cette catégorie, qui n'a pas grand-chose de fantastique, mais qui est un sujet qui nous intéresse beaucoup, puisqu'on va parler des Vikings, n'est-ce pas? Le seul et unique, la seule et unique adaptation fictionnelle sur les Vikings qui vaut le détour, et je ne veux rien savoir, Vinland Saga. Voilà. On fait et on dit beaucoup de choses sur les Vikings qui sont nulles. La série Vikings est une horreur. Le Assassin's Creed est certes un très bon jeu, mais niveau historique, c'est de la daube. Tout est daubesque dès qu'on touche aux Vikings. Donc j'avoue que j'ai abordé ce manga avec beaucoup de réticence et beaucoup de mauvais a priori. Quelle erreur! Quelle erreur, parce que il est excellent. Donc, il a été fait par Makoto Yukimura, qui a fait ses devoirs, et on le remercie beaucoup, profondément, parce que c'est très exact. Tant au niveau des costumes que de l'architecture, des armes, des combats, de l'histoire, etc. Alors évidemment, il y a des libertés de prise, oui, c'est une fiction, mais on voit qu'il y a eu de la recherche. C'est vraiment bien amené, bien fait. Si vous ne devez regarder qu'un seul, enfin lire, vous pouvez le regarder aussi, c'est un animé également, c'est pour ça que je dis regarder, qu'une seule adaptation qui concerne les Vikings, Vinland Saga. Voilà, faut aller chez les Japonais pour avoir quelque chose de correct sur les Scandinaves. Tout va très bien. Bref, c'est très très bien. On y suit donc les aventures de cette petite chose-là qui s'appelle Thorfinn, qui va faire sa petite vie. Il est mal parti dans la vie, hein, Thorfinn, puisque son père a été tué par un chef pas très sympa quand il était petit, et il a très envie de se venger. Voilà, je ne vous en dis pas plus, mais c'est vraiment excellent. Donc on est au 11e siècle, je crois. Donc on est en plein milieu de l'ère viking. Non, 10e siècle. On est au 10e siècle, en plein milieu de l'ère viking. Et c'est vraiment, vraiment bien amené. C'est, voilà, donc foncez, Vinland Saga. Fin de la seconde catégorie. Nous allons donc, enfin de la deuxième plutôt, parce qu'il y en a une troisième et dernière. Nous allons donc passer à la troisième et dernière catégorie. Là, ça n'a rien à voir avec la choucroute, mais c'est très cool quand même. Alors, on commence avec un énorme classique. Là, j'enfonce les portes ouvertes, je vais pas rester très longtemps dessus, parce que bon, vous connaissez forcément.
Le banger, l'Attaque des Titans. Alors j'ai pas lu, tous les mangas et genre il me doit m'en manquer 4 ou 5 à lire. Donc l'auteur c'est, Hajime Isayama, un vrai génie. J'ai vu l'animé par contre, que j'ai bouffé, intégralement en 3 semaines. C'est extraordinaire. C'est addictif comme pas permis. Donc nous sommes dans un donc c'est une dystopie, hein, on est dans un monde, une réalité alternative, où les êtres humains vivent reclus dans une espèce de zone fortifiée parce que dans le monde extérieur, il y a des titans qui sont des géants qui bouffent les humains et qui les bouffent de manière assez, enfin, vous allez me dire, on peut pas vraiment bouffer les gens de manière, sympathique, hein, globalement, ça fonctionne pas comme ça, quoi qu'en disent les carnistes, mais voilà, généralement, quand on bouffe quelqu'un, c'est pas par affection. Mais là, on est dans un level de cringe et de terreur qui est pas mal. Et surtout, il y a plein de choses cachées. Il y a une histoire, enfin, très honnêtement, moi, ça m'a emmené à un endroit. Jamais j'aurais soupçonné ça. J'avais plein d'hypothèses, il y a un suspense qui est haletant. Donc, on va suivre les aventures d'Eren et de sa sœur adoptive, on va dire, enfin, une jeune fille qui a été élevée par ses parents qui s'appelle Mikasa, et de son amie d'enfance qui sont rescapés d'une attaque de titans. Donc Eren a vu sa mère se faire dévorer sous ses yeux par un titan avec un sourire Colgate absolument pas du tout creepy. Pas du tout. Il n'y avait pas un malaise déjà. Et donc il a juré de se venger, et pour se venger, il va donc rentrer dans les forces armées qui sont chargées de protéger l'humanité contre les titans avec ses amis. Et il s'est donné pour mission de tuer tous les titans du monde. Ouais, c'est ambitieux, ouais. Donc va-t-il y arriver? Vous avez une trentaine de tomes pour le savoir. En tout cas, c'est très, 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 très bien. C'est vraiment, c'est hyper bien pensé. Le lore est extrêmement profond. Les personnages sont d'une complexité, et d'une intelligence extraordinaire. C'est ultra bien écrit. Je vous dis, les rebondissements sont absolument dingues. On se doute pas du tout de comment ça va finir. La fin est absolument surprenante, je pense. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont tombés de leur chaise sur les derniers épisodes, les derniers tomes. Mais voilà, c'est vraiment excellent. C'est un très grand classique, mais c'est à lire ou à voir en fonction de si vous préférez l'animé ou le manga. On reste dans quelque chose de sombre, mais cette fois-ci de beaucoup plus humoristique. Black Butler. Black Butler, comme son nom l'indique, c'est un majordome qui est un envoyé des enfers. Voilà, donc c'est un démon. Il est au service donc de l'héritier d'une très grande famille de la noblesse britannique qui s'appelle Ciel, Ciel Phantom Hive, voilà. Et il est parfait. Il est absolument parfait, il est délicieux, il sert le thé d'une manière absolument formidable, mais il s'en le souffre, méchamment. C'est extrêmement drôle, c'est génial, c'est décalé, c'est formidable. Franchement, Sébastien, donc le butler, est un personnage assez incroyable. Donc, c'est l'œuvre de. Alors là encore, la police est absolument formidable. Yana Touboussou, si je ne me trompe pas. C'est une police gothique. Donc voilà, mes vieux. Oui, c'est ça, c'est écrit plus gros là. Yana Touboussou. C'est terrible, hein, la vieillesse, mes amis. Donc voilà, c'est vraiment très chouette. C'est très drôle, hein, ça joue sur les codes, sur le décalage. C'est-à-dire que il se bat, oui, mais hors de question de froisser son col. Voilà. Si vous voulez passer un bon moment, Black Butler. Si vous voulez vraiment, vraiment vous marrer, Spy Family. Alors là, je sais, vous connaissez un immense classique de Tatsuya Endo. Donc on y suit l'histoire d'une famille, une fausse famille en réalité, puisque c'est une famille de façade qui est composée de 3 personnages qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Le père, Lloyd, est un espion sous couverture. La mère, Yor, est une tueuse à gages, là aussi sous couverture. Et la fille, adoptive bien sûr, hein, puisqu'ils n'ont absolument aucun lien de sang, est une enfance sur laquelle on a fait des expériences et qui est devenue télépathe. Voilà. Mais bien sûr, aucun ne sait ce que fait les autres et aucun ne sait. Chacun croit être dans un mariage une famille de façade, mais pour une bonne cause. Donc, Lloyd, lui, est persuadé d'avoir épousé une secrétaire, tout ce qu'il y a de plus classique
pour sa propre couverture. Donc il a adopté un enfant parce qu'il doit infiltrer une école très prestigieuse pour se rapprocher d'un ennemi d'État, puisqu'on est dans un monde où on est dans un univers où le monde est scindé en deux, Westalis et Ostania qui se tirent dans les pattes sans arrêt, sans arrêt. Donc il essaye de se rapprocher d'un membre éminent de la nation adverse pour connaître ses plans et sauver le monde. Donc pour ça, il a besoin d'un enfant pour infiltrer l'école, il a besoin d'une femme pour avoir une illusion de famille. Yor, elle, eh ben, elle est célibataire à un âge où elle est plus censée l'être, ça commence à éveiller les soupçons. Donc quand on lui propose un mariage de façade, ça l'arrange parce que ça lui permet de garder sa couverture tranquille et de continuer à être tueuse à gages. Et Anya, la petite fille, ben, elle croupissait dans un orphelinat, donc elle, ça l'arrange bien d'être sortie de tout ça. Mais du coup, il y a qu'elle qui est au courant de ce que fait ses deux parents, de ce que font ses deux parents, indépendamment l'un de l'autre, puisqu'elle lit dans leurs pensées, donc elle sait très bien que son père est un espion et que sa mère est une tueuse. Mais vu qu'elle est toute petite, elle comprend pas tout, donc c'est très décalé, c'est absolument génial, c'est extrêmement drôle. L'animé est tout aussi décoiffant. Foncez, franchement foncez. Vous pouvez lire ou voir l'animé, c'est formidable. La série est encore en cours, je crois qu'il y a 13 tomes pour l'instant. Alors, je garde l'émotionnel pour la fin. Ouais, je garde l'émotionnel pour la fin. Petit coup de cœur, enfin petit coup de cœur, non, c'est un gros coup de cœur, même si c'est un manga que vous ne connaissez sans doute pas, parce que j'en vois jamais parler, mais je le trouve super, et il a parlé à mon petit cœur de nostalgique de 1993, octobre 1993. Peut-être que les plus cinéphiles d'entre vous vont voir de quoi je parle. Steven Spielberg, Une île au large du Costa Rica, Jurassic Park, tout à fait. Eh bien, vous êtes-vous déjà demandé ce qui se serait passé si Jurassic Park avait bien tourné? S'il n'y avait pas eu de catastrophe et si ça avait marché? Eh ben, Dinosaur Sanctuary est là pour vous répondre. Ouais, je fais vachement bien le... Waouh, c'est incroyable. Alors, ce que j'aime énormément dans ce manga, outre le fait que ça parle de dinosaures, hein, c'est formidable, c'est que ça a été écrit donc par un mangaka qui s'appelle Hitaru Kinoshita, mais surtout qu'il est supervisé par un intervenant qui s'appelle Shinichi Fujiwara et qui est paléontologue. Donc, à la fin de chaque chapitre, on a une longue diatribe, un point sur les dinosaures, donc un point scientifique où donc c'est le paléontologue qui s'exprime et qui va nous parler d'un des thèmes. Donc, vous voyez, il y a un grand passage à la fin de chaque chapitre. C'est hyper intéressant, moi ça me replonge vraiment dans ma passion première des dinosaures. Il faut savoir que j'ai vu Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles quand j'avais 4 ans et depuis c'est la folie. Mais du coup voilà, on suit donc une soigneuse qui se fait embaucher dans un parc qui s'appelle... c'est Dinoland ou Dino World? Je sais plus, Dinoland je crois. Je me rappelle plus le nom du parc. Enfin bon, bref, c'est voilà, un parc animalier dans lequel il y a des dinosaures. Et donc, on va suivre le quotidien des soigneurs. Il n'y a pas de catastrophe. Les dinosaures ne sont pas des monstres assoiffés de sang qui vont courir derrière les visiteurs. C'est même tout l'inverse. Des fois, c'est des animaux. En fait, c'est des gros animaux. Donc, certains sont dangereux, d'autres pas du tout. On va y suivre donc des problématiques comme comment est-ce qu'on fait vivre un parc qui commence à être vieillissant avec des animaux qui sont moins attractifs parce que du coup, c'est devenu commun de voir des dinosaures. C'est vraiment, vraiment sympa. Là encore, c'est plutôt feel good. Enfin, moi j'adore. Vraiment, il y en a 4 pour l'instant qui sont sortis et j'attends la sortie du prochain avec ardeur. Voilà, j'en ai pas entendu parler, mais vraiment, si vous aimez les dinosaures, foncez parce que c'est un bijou. Petit feel good encore. Un dragon dans ma cuisine. Déjà, je l'ai acheté uniquement pour le titre, hein, on va pas se mentir. Donc là, nous sommes sur un dessin de Miyoshi Furumashi et un scénario de Riri Shimada. Donc ces deux mangaka nous emmènent en Europe de l'Est, donc dans un pays qui n'est pas précisé, même si on nous explique que c'est très inspiré de la Tchécoslovaquie, mais pas complètement. On est dans les années 80, donc on a une étudiante japonaise qui vient s'installer là, dans une petite maison, dans le cadre donc de ses études d'art, et elle va trouver un œuf bizarre qu'elle va prendre. Et il se trouve que de cet œuf va sortir un dragon. On se doute que c'est pas très facile tous les jours d'avoir un dragon dans sa cuisine parce que ça grandit ces petites choses-là. Donc là pour l'instant il y a 3 tomes. Je crois que le 4e va bientôt paraître et il me semble que ce sera le dernier. C'est très 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 chouette. C'est très poétique, c'est très sympa. C'est très attendrissant. Enfin, moi j'aime beaucoup. Voilà, un dragon dans ma cuisine. Tout mignon. C'est aussi mignon que le titre. Très attendrissant, mais faut sortir les mouchoirs. Les enfants loups, Ame et Yuki.
Alors j'ai commencé en fait par voir, là aussi c'est une série complète en 3 tomes. Vous allez pouvoir les trouver sans trop de difficultés. Sachant que là, contrairement aux autres où généralement on a l'animé qui est dérivé du manga, ça c'est un manga qui est dérivé d'un film d'animation qui s'appelle Ame et Yuki, les enfants loups. Parce que du coup, c'est la même chose. Bref, donc l'œuvre originale est de... enfin, je crois que l'œuvre originale est même un roman, il me semble, que je vous dise pas de bêtises. Mais je crois que avant même... là, la mangaka s'appelle Yu. Mais je crois que l'œuvre originale, je crois que c'est un roman, d'où a été tiré un animé. Et ensuite, il y a eu un manga. À vérifier, je suis pas sûre. En tout cas, l'œuvre originale est de Mamoru Hosoda. L'adaptation en manga est donc de Yu. Et le caractère design original est de Yoshiyuki Sadamoto. Voilà. On y suit donc l'aventure d'une jeune fille qui tombe amoureuse alors qu'elle est étudiante d'un jeune homme qui s'avère avoir un pouvoir étrange de se transformer en loup. Et donc, bon, bah, elle accepte cet état de fait. Ils se mettent à vivre ensemble et ils ont 2 enfants ensemble qui se trouvent dotés du même don, malédiction, capacité, pouvoir, rayer la mention inutile, que leur père. Seulement, eh bien, la vie n'est pas toujours rose et voilà, je vous dis pas ce qui va se passer, mais la vie n'est pas toujours rose. La vie n'est vraiment pas toujours rose. C'est absolument merveilleux. L'animé, enfin le film, est sublime. Vraiment, c'est un chef-d'œuvre. Le manga est tout aussi merveilleux. Oui, mon chat, tu as aimé? Tu viendras faire un massage de joue? Oui, on le fera à la fin, le massage de joue. Bref, en tout cas, c'est formidable. J'ai vraiment beaucoup aimé cette œuvre, donc je vous le conseille très vivement, Les Enfants Loups, Ame et Yuki. Et alors, un autre grand coup de cœur, là aussi qui est terminé, il est en 5 tomes celui-ci, sur un autre thème, mais moi il a fallu quand même que je sorte les mouchoirs parce que ce thème-là aussi me touche beaucoup. C'est le château solitaire dans le miroir. Donc il a été... Alors c'est l'adaptation d'un roman, là pour le coup, donc d'un roman de Mizuki Tsujimura. Bah viens mon chat, viens. L'indécision des chats. Donc, roman de Mizuki Tsujimura et donc le manga de Tomo Taketomi. Voilà, avec Schrödinger qui valide, n'est-ce pas? Là, on suit les aventures d'une jeune collégienne qui, malheureusement, est victime de harcèlement scolaire. Mais vraiment fort, au point qu'elle n'arrive plus à retourner à l'école. Un jour, alors qu'elle est dans sa chambre et qu'elle déprime, elle se rend compte que son miroir a un drôle de reflet et qu'il y a quelque chose derrière. Elle va donc traverser le miroir et se retrouver dans un château étrange derrière ce miroir où elle retrouve d'autres adolescents, certains de son âge, d'autres un peu plus âgés, d'autres un peu plus jeunes, qui partagent tous la particularité d'avoir traversé un miroir pour arriver ici. Ils ont tous une histoire un petit peu différente, ils ont du mal à en parler, ils vont se dévoiler au fil des tomes. C'est absolument merveilleux. Il y a un personnage étrange, une jeune fille avec un masque de loup qui les guide à l'intérieur de ce château et qui leur indique quelques règles, parce qu'il y a quand même quelques règles. Ils peuvent pas complètement aller dans le château juste comme ça. Donc il y a une pièce qui s'appelle la chambre des souhaits, qu'ils doivent donc trouver s'ils en ont envie, qu'ils peuvent trouver. Il faut en trouver la clé d'abord parce qu'elle est fermée à clé, et comme son nom l'indique, s'ils la trouvent, cette pièce exaucera un de leurs souhaits. Voilà. Donc, ceci dit, voilà, ils n'ont pas le droit de parler du château, ils doivent le quitter à une certaine heure. Bref, sinon, ils se font dévorer par le grand méchant loup. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont assez... au départ, ça a l'air plutôt sympa. Il y a des choses assez sombres au final. C'est absolument incroyable. Le traitement du harcèlement scolaire dans cette œuvre m'a complètement bouleversée, vraiment. Je pense que si vous avez été victime de harcèlement scolaire, si votre enfant en est victime, même si vous êtes juste sensibilisé à ça, ou si vous avez été de l'autre côté de la barrière et que vous avez été un harceleur, une harceleuse, ça peut arriver. Lisez-le, parce que je pense qu'il y a des choses que vous pourriez apprendre, et même si vous n'avez jamais été victime de ça, tant mieux pour vous, et que vous n'en avez jamais été bourreau, tant mieux pour les autres, du coup, lisez-le quand même, parce que c'est un sujet qui est toujours important. C'est très bien traité, l'histoire est super passionnante, les personnages, là encore, sont très attachants, et c'est très bien pensé, c'est vraiment génial. Je crois qu'il y a un animé également, mais je veux lire le roman avant, donc je vais pas regarder l'animé, mais je vais lire le roman, parce que vraiment, j'ai adoré. Et enfin, et enfin... là, je sais qu'il y en a qui attendent que j'en parle, je sais.
Je te vois, je sais que tu attends que j'en parle, ok? Je vais en parler. Panique pas. Je sais que ma meilleure amie a déjà préparé le curare au cas où je ne parle pas de cette série, puisque c'est à cause de cette série que je suis tombée dans la soupe à l'été 2023. C'est à cause de ce manga que j'en suis là, à vous présenter une pile plus haute que mon avenir depuis 49 minutes. C'est Nana. Nana compte 21 tomes qui ne sont pas terminés, c'est un cauchemar. Alors, je vous explique un peu l'histoire. Donc, nous suivons l'histoire de deux jeunes filles qui ont le même âge et le même prénom. Elles s'appellent toutes les deux Nana. Elles se rencontrent par hasard dans un train à destination de Tokyo parce qu'elles vont toutes les deux s'y installer pour des raisons très différentes. L'une d'entre elles est chanteuse dans un groupe de rock, l'autre est étudiante et a quitté sa famille pour vivre sa vie et ouvrir ses ailes. Donc, il y en a une qui est très rock, très grunge même, punk même plus exactement, et l'autre qui est très fleur bleue, très féminine, qui croient au grand amour, etc. Donc elles sont vraiment très opposées sur le papier. Elles se croisent dans le train, donc elles se rendent compte qu'elles s'appellent pareil, enfin qu'elles portent le même prénom. C'est amusant, c'est un signe. Il y en a une qui est très superstitieuse, donc elle prend ça comme un signe. Et donc un peu plus tard, alors qu'elle visite des appartements à Tokyo, elle se retrouve à visiter le même appartement. Elle voit ça comme un signe et elle décide d'être colocataire. Donc ces deux jeunes filles que tout oppose vont nouer une amitié immense, extrêmement profonde, extrêmement sincère. Elles vont chacune apporter à l'autre ce qui lui manque au final. Elles vont vivre des destins qui n'étaient pas du tout les destins qu'elles avaient prévus. Autant vous dire que là aussi, il faut prévoir les mouchoirs parce que c'est un chef-d'œuvre vraiment de réalisme, de cruauté aussi de ce que peut être la vie réelle. Des fois c'est beau, des fois c'est atroce, des fois c'est juste sans le moindre sens, des fois... Enfin, en tout cas, c'est absolument magnifique. C'est vraiment une œuvre extraordinaire. Hélas, inachevée. Nous avons donc 21 tomes. La mangaka qui s'appelle Ai Yazawa est tombée malade, donc a dû interrompre la publication, enfin l'écriture au 21e tome, et elle avait dit qu'elle reprendrait l'écriture une fois qu'elle serait guérie. Fort heureusement pour elle, c'est visiblement chose faite, sa santé va beaucoup mieux, mais elle n'a pas encore repris l'écriture, même si elle n'arrête pas de dire qu'elle le fera un jour. Mais autant vous dire qu'on est en train de se fossiliser en attendant. Donc est-ce qu'on aura la suite un jour? Je ne sais pas. Ça finit vraiment... C'est très dur, hein. De ne pas avoir la suite, ça finit sur un cliffhanger effroyable. Malgré tout, lisez-le. Ça vaut le coup. Même s'il n'y a pas de fin pour l'instant, et même si on n'en aura peut-être jamais, ça vaut le coup. Lisez-le. Donc voilà pour cette petite sélection qui nous a quand même tenu plus de 51 minutes. Mon Dieu, l'algorithme va encore me haïr, n'est-ce pas? Mais vous avez quand même ce pourquoi vous êtes venus, parce que vous êtes venus pour ça, on le sait. Oh là, un massage de joue. Avec son et lumière, hein, n'est-ce pas? Parce que nous avons eu le... Non, elle n'a pas envie. T'as pas envie de masser les joues aujourd'hui? Non, alors tu vas faire un coucou au moins? Montrer ton joli minois à la caméra. Non, voilà. Ah voilà, ouais, c'est bon. Le massage de joue est validé. Massage de menton même. Voilà, un petit peu. Parce que c'est quand même très important, hein, ce genre de choses. Voilà, de se faire masser les joues par un chameau, c'est toujours fondamental. Voilà. J'espère que ce passage un peu schlag, comme tout le reste de cette vidéo, vous aura plu, que ça vous aura donné des idées de lecture. Bien entendu, si vous avez envie, vous aussi, de partager vos coups de cœur manga, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires parce que je n'ai plus de place et plus d'argent, mais il me reste un rein qui ne me sert pas à grand chose et que je peux probablement revendre au black market pour pouvoir m'acheter encore des mangas. Donc allez-y, je serai ravie de me lancer dans la vente d'organes. D'ici la prochaine vidéo, en tout cas, si celle-là vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser un j'aime, un commentaire, à la partager parce que voilà, les longues vidéos, l'algorithme il aime pas. Donc on peut essayer de contrer l'algorithme en publiant, en aimant, en commentant, en diffusant autour de soi. Ça soutient la chaîne et ça ne vous coûte qu'un petit peu de votre temps, donc c'est toujours plutôt pas mal. Si vous voulez me soutenir de manière plus active, n'oubliez pas que j'ai un Tipeee depuis peu, je vous en parle par là si jamais. Il y a pas mal de contreparties et de petits cadeaux pour vous si jamais vous me soutenez là-dessus. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour si vous voulez en savoir plus donc, dans cette petite vidéo explicative. Et bien entendu, si vous voulez encore plus de conseils lecture et de rituels inspirés de mangas, etc., n'hésitez pas à nous rejoindre dans Une année en magie.
où donc je vous donne tout ce que je peux pour que votre quotidien soit encore plus magique, pour vous inspirer au fil des mois. Cette année, on est sur une thématique autour des sabbats. Donc on parle du sabbat qui va arriver, le sabbat d'Ostara. Donc le numéro va d'ailleurs paraître demain. Il est encore temps de vous inscrire, hein. Là, 1, 2, 3, la plateforme Patreon a changé sa politique, donc vous pouvez vous inscrire jusqu'à la date que j'ai choisie pour clôturer mes envois, qui est donc le 2 à 23h59. Donc vous avez jusqu'à 23h59 pour vous inscrire si vous voulez recevoir le numéro consacré à Ostara. Donc tous les liens sont bien sûr dans la barre d'infos. En attendant la prochaine vidéo, prenez un grand soin de vous, lisez bien vos mangas et surtout plus que jamais, restez magiques. À très vite, bye!